Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette invitation aujourd'hui qui va me donner l'opportunité de vous parler un petit peu des rapports aux sciences et de l'accès aux sciences. Alors je vais utiliser ce mot science dans un sens en fait un peu restreint, mais qui est celui qu'on utilise beaucoup à l'école et puis dans le secteur éducatif, donc uniquement pour dire les sciences formelles, donc les maths et l'informatique, et puis les sciences de la matière et les sciences de la vie. Donc je parle de biologie, euh, de chimie, de physique, mais je mets de côté les sciences humaines et les sciences sociales. Pas que je crois qu'elles soient moins scientifiques que les autres, ça serait un comble pour une sociologue, mais parce qu'on n'y a pas justement les mêmes rapports. Les gens, les individus, les citoyens et les citoyennes entretiennent des rapports aux sciences. Alors, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est est-ce qu'on s'y intéresse ou pas? Est-ce qu'on aime ça ou pas? Est-ce qu'on a envie d'y consacrer son temps libre, par exemple dans la pratique amateur, ou même son temps professionnel? Est-ce qu'on va se diriger dans des filières et puis après des carrières de scientifiques? Et en m'entendant, vous voyez tout de suite la différence entre les sciences alors, pour aller vite, je vais dire les sciences dites dures, même si c'est un peu embêtant comme terme, et puis les sciences humaines et sociales. Ce n'est pas du tout la même chose de faire carrière en mathématiques, en ingénierie ou en physique que de faire carrière en psychologie ou en sociologie. Ça n'a pas le même rendement, la même place dans le monde social. Et pour vous parler de ces questions de rapport aux sciences et puis d'accès aux sciences aujourd'hui, je voulais en fait partir d'un paradoxe qui est celui-là, qui est que ces disciplines scientifiques, les maths, la physique, l'informatique, etc., on a tendance à considérer qu'en fait, elles sont plus neutres que les humanités, les arts ou la littérature. On a un petit peu cette idée on a bien intégré maintenant à la sociologie de la culture et des inégalités scolaires, que le poids des héritages familiaux pèse sur notre découverte des disciplines et de la culture, mais on a quand même cette idée qu'il pèse un petit peu plus sur le domaine des arts, de la littérature et des humanités qu'il pèse sur le domaine des sciences formelles, des sciences de la vie ou des sciences de la matière. En fait, on se dit que les sciences et les techniques, ça donnerait peut-être un peu plus de chance à ceux qui n'ont pas ces héritages familiaux. Ça serait un peu en fait l'arme des faibles ou le diplôme le plus ouvert, le plus accessible à ceux qui ne viennent pas des hautes classes de notre société. Donc, on a cette croyance-là dans une plus grande neutralité sociale, un plus grand accès euh, plus égalitaire aux sciences. Mais ce qui est paradoxal, c'est que de l'autre côté, dans les faits, en fait, il y a de très très fortes inégalités sociales d'accès aux sciences. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes chances d'aimer les sciences, d'être curieux ou curieuse vis-à-vis d'elles, et encore moins les mêmes chances de faire des études ou de faire carrière dans ce domaine-là, et surtout d'aller au bout des carrières pour obtenir les postes les plus prestigieux et les mieux payés. Et en fait, quand on regarde les données et les statistiques, et puis la description des personnes qui participent aux activités scientifiques, on se rend compte qu'il y a plusieurs groupes sociaux qui sont très sous-représentés. Ça vaut particulièrement pour 3 groupes sociaux. Ça vaut bien sûr pour les femmes. On sait qu'il y a bien moins de femmes en sciences et techniques que dans les autres domaines. Ça commence à être bien connu et bien documenté. Mais ce qu'on dit ou ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que sont aussi très sous-représentées en sciences les personnes issues des classes populaires et en fait des milieux modestes. Et je vais vous laisser avec 2 données pour illustrer ça. D'abord, qui fait le bac S? Alors, on n'a pas encore les données pour les nouvelles spécialités, mais qui est scolarisé en bac S? Eh bien, il y a quelques années, c'était 40% des enfants de cadres et des enfants de profs qui faisaient un bac S pour moins de 10% des enfants d'ouvriers. Quand on a ce fait-là, quand on sait que moins de 10% des enfants d'ouvriers font un baccalauréat scientifique, on mesure déjà l'écart. Et puis, une autre donnée qui est intéressante, c'est que la France s'est distinguée dans les comparaisons internationales qui sont faites à l'échelle de l'OCDE comme étant un des pays, voire même pour certains critères, le pays le plus inégalitaire pour les résultats en mathématiques et en sciences. Ça veut dire qu'on est le pays où, pour le caricaturer un peu et le dire vite, le fait d'être un enfant pauvre impacte le plus les résultats en mathématiques et en sciences. Ce qui, bien sûr, est très choquant, puisqu'il ne devrait pas y avoir de lien entre ce statut social et économique des familles et puis la possibilité de réussir en maths ou dans les disciplines scientifiques. Donc on a ce paradoxe-là, on suppose que les sciences finalement sont accessibles à tous et à toutes, et en fait
elles ne le sont pas donc ni pour les femmes, ni pour les personnes issues des classes populaires, ni pour les personnes issues des minorités. On n'a pas de données en France, mais on en a dans les pays anglo-saxons qui montrent que le phénomène se reproduit aussi pour ces populations-là. Et ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, ce sont des outils pour se confronter à ce paradoxe et essayer de mieux le comprendre. Et je voulais partir en fait, du fait que on a des explications qui sont proposées, qui sont répétées, qui sont très courantes et qui, moi, me semblent très insatisfaisantes au regard des recherches que j'ai menées et des études de terrain. C'est-à-dire qu'on a en fait deux grands discours au sujet de ce mystère un petit peu de pourquoi tant d'inégalités devant les disciplines scientifiques. On en a un premier qui retombe régulièrement sur l'idée de nature. On aurait finalement les uns les autres naturellement des intérêts ou des capacités différentes vis-à-vis des sciences. Donc, il y en a qui auraient la bosse des maths et d'autres pas. Je pense que ça fait écho pour beaucoup d'entre nous, ce sentiment qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on n'a jamais été fait pour ça et qu'on est bien incapable, même si on essaye très très fort, de réussir en maths, par exemple. Ça vaut surtout pour les maths. Donc, on a cette idée, il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire si c'est inné et naturel? Et puis, alors ça vaut surtout pour expliquer pourquoi il y a si peu de femmes. C'est moins mobilisé quand même pour expliquer pourquoi il y a si peu de personnes des classes populaires, parce que quand on transpose l'argument à les ouvriers auraient moins la bosse des maths que les autres, étrangement, ça passe moins bien. Donc il y a une autre façon d'expliquer ça, qui est qu'il y a des obstacles chez les groupes qui sont sous-représentés en sciences, qui en fait ne voient pas les sciences telles qu'elles sont, c'est-à-dire accueillantes, ouvertes, intéressantes, en ont une mauvaise image et du coup ne s'y intéressent pas parce qu'ils et elles ne comprennent pas à quel point il y aurait de l'intérêt, à quel point il y aurait des investissements positifs dans les sciences. Donc c'est toute une rhétorique de la mauvaise image des sciences. On l'entend surtout à l'école vis-à-vis des enfants et de leurs familles, c'est les familles ne comprennent pas l'intérêt, les familles n'encouragent pas les enfants, il y a un blocage chez ces personnes-là qui ne vont pas vers les sciences. Donc on suppose qu'il y a des obstacles chez les individus. Et pour moi, l'important et le message que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer de voir le problème différemment, en fait, de renverser notre façon de considérer ce problème, parce qu'il me semble que ces explications-là ne fonctionnent pas. C'est pas un hasard si ça fait des décennies qu'on pointe du doigt le souci sans le résoudre. Et renverser le problème, ça veut dire ne pas considérer, alors surtout ne pas croire en une nature, il n'y a pas, rien en nous ne nous prédispose à être bon ou mauvais dans quelque discipline que ce soit, tout ça s'apprend, on est sur de l'apprentissage de capacités et de compétences en sciences comme partout ailleurs, mais surtout, il s'agit d'abandonner l'idée que les obstacles sont chez les gens. Et plutôt que de voir des obstacles ou des handicaps chez les gens, à l'inverse, il est intéressant de regarder comment les sciences, en tant qu'institution, en tant que filière, en fait, excluent activement ces populations qui s'y trouvent sous-représentées. Donc, c'est vraiment un changement de regard pour penser les mécanismes, les processus d'exclusion qui empêchent les personnes de s'intéresser aux sciences, d'y faire des études, d'y réussir, de gravir les échelons. Donc, penser des mécanismes d'exclusion, ça permet de ne pas responsabiliser alors les femmes, les personnes issues des classes populaires ou les personnes issues des minorités en leur disant alors vous ne comprenez pas bien l'intérêt des sciences, c'est pour ça que vous n'y allez pas, ou vous n'avez pas confiance en vous, c'est pour ça que vous n'y allez pas, et de voir ce qui, dans nos institutions scolaires, dans nos institutions scientifiques, empêche en fait tous ces publics de participer et de réussir en sciences. Alors il y a beaucoup de mécanismes d'exclusion. Moi, c'est ceux qui m'ont intéressé et c'est ceux que j'ai essayé de révéler et d'observer en menant une enquête de terrain auprès d'enfants à l'école primaire et au collège dans les milieux populaires pour essayer de voir comment au quotidien dans les classes de sciences il pouvait y avoir des choses qui rendaient ces disciplines-là et ces champs-là inaccessibles en fait pour les enfants. Donc je ne vais pas revenir sur tous les mécanismes d'exclusion, mais plutôt vous donner un petit aperçu. Il y a évidemment des mécanismes historiques. En fait, pendant des siècles, on ne s'est pas caché du fait qu'on ne voulait pas toute une partie de la population en sciences. Les femmes, par exemple, on n'en voulait pas, on le disait,
C'est fou le nombre de citations de grands hommes français qu'on peut trouver sur le refus d'accepter les femmes en sciences, parce que ça les dessécherait, parce que ça les rendrait laides, parce que ça les rendrait incapables de s'occuper de leur foyer. Donc on a quand même des siècles et des siècles d'histoire qui refusent l'accès aux sciences à toute une partie de la population. Et au final, ça fait quand même pas si longtemps qu'on se dit que ce serait une bonne idée de leur ouvrir les portes et de les intégrer. Donc on fait face en fait à des centaines d'années dans le sens inverse. Donc c'est finalement pas si surprenant. Par exemple, au niveau des programmes scolaires, ça fait moins d'un siècle qu'on enseigne les mêmes sciences aux filles, aux garçons, aux urbains, aux ruraux. Donc on a encore les effets de tout cela. Il y a bien sûr des mécanismes d'exclusion qui sont proprement scolaires, qui se produisent à l'école. Je ne vais pas beaucoup vous reparler des inégalités scolaires, parce que je pense que c'est un sujet qui est bien connu, mais il y a encore des processus d'orientation, notamment, qui font que certains élèves, selon leurs caractéristiques, alors de genre ou de classe sociale, vont être encouragés à aller dans certaines filières ou pas. Donc c'est à note égale, à profil égal. Est-ce qu'on va encourager, est-ce qu'on va soutenir une orientation en S ou est-ce qu'on va encourager à aller, par exemple, vers des filières non générales? Les mécanismes dont je veux plus vous parler, car c'est ceux que j'ai peut-être le plus étudiés, c'est ceux qui sont dans l'éducation non scolaire aux sciences. En fait, toutes les façons qu'on a de fréquenter les sciences en dehors de l'école. Alors, dans nos loisirs, dans nos hobbies, dans nos activités amateurs, toutes ces occasions qu'on a de lire les sciences, alors les enfants par exemple, ils ont Sciences et Vie Junior et des petits magazines comme ça, toutes les occasions qu'on a de voir les sciences à l'écran, dans des formats audiovisuels, dans des documentaires, etc., les occasions qu'on a de les fréquenter via l'éducation populaire. Et un des résultats des enquêtes que j'ai menées, qui était flagrant, c'est les représentations des sciences et des scientifiques que diffusent toutes ces activités et tous ces contenus. Et en fait, c'est une représentation très homogène. On y voit toujours la même science et les mêmes scientifiques, et c'est une science qui est très masculine, mais aussi très blanche, très élitiste, avec des scientifiques qui sont les trois quarts du temps, et on a compté les images et les représentations dans Sciences et Vie, dans C'est pas sorcier, dans les musées. On se retrouve donc avec trois quarts d'hommes, trois quarts, enfin encore plus de personnes blanches, et puis des personnes qui sont présentées comme des génies, des élites, des personnalités brillantes. Et tout ça, ça contribue activement à exclure et les filles et les jeunes garçons des classes populaires, parce qu'au final, toutes les sciences qu'on leur présente dans toutes ces activités culturelles, c'est tout sauf eux, et tout sauf elles. C'est très rarement des filles, mais c'est aussi très rarement des gens normaux, des gens qui viennent de milieux modestes, des gens qui n'ont pas envie de tout renier au nom de la science, qui n'ont pas envie de se séparer de famille, amis et compagnons. Donc cette représentation des sciences qui est massive et qui est partout, elle n'offre pas de support d'identification à toute une partie de la population. Et donc, il y a vraiment une séparation chez des enfants qui, à l'école primaire, sont intéressés, aiment les sciences, vont fréquenter tous ces supports et ces objets culturels. Et ce qu'ils vont y voir, c'est tout sauf eux. Et en fait, après quelques années de fréquentation de Sciences et Vie Junior, de C'est pas sorcier, ils sortent convaincus qu'il n'y a pas de place pour eux à ces endroits-là. Et donc, je vais m'arrêter là avec ce constat et on pourra parler peut-être des idées pour agir et des solutions dans notre discussion. Mais une des pistes, c'est bien sûr d'agir sur ces représentations-là, d'avoir des actions pour diversifier ces images, ces discours qu'on a sur les sciences. Mais une autre piste, et je serais ravie d'en parler avec vous, c'est de repenser la façon dont nous faisons des sciences et de repenser surtout les quelques valeurs qu'on met au socle de la pratique scientifique et qui pour l'instant sont la compétitivité, l'excellence, mais alors l'excellence si on peut en étant meilleur que le voisin. Et tout ça, ce sont aussi des choses qui excluent toute une partie de la population qui, soit par choix, soit par éducation, ne se reconnaît pas dans ces valeurs et dans ces dynamiques-là. Je vous remercie.